L'Aligot se prépare. Mais nous avons encore une intervention, et non des moindres, car il s'agit d'un homme de réputation européenne et même mondiale, un grand médecin, un grand savant, un homme qui a joué un rôle considérable dans le domaine de l'éthique et en même temps un homme orienté à la fois vers la philosophie et la spiritualité. Il s'agit d'Henri Atlan, qui a publié au moins 18 livres, si ce n'est une vingtaine. Par conséquent, je ne les citerai pas, mais vous avez la liste complète dans le programme. Donc nous sommes très honorés, très heureux de le recevoir. Très bien, d'accord. C'est parfait, là. Notre Olivier me prévient que je peux parler autant que je veux, donc préparez-vous à rester. Alors, contrairement à Xavier Laurent Salvador qui nous a rappelé le bœuf grillé, moi donc je suis censé vous introduire à l'Aligot, mais je ne crois pas que je vais réussir. Par contre, je suis très content d'avoir été précédé par ces lectures de Bachelard, parce que, en effet, bon, je me suis un petit peu, même pas mal inspiré de ces études de Bachelard sur la psychanalyse du feu, mais en lui étant, comme vous allez le voir, un peu infidèle, parce que il dit quelque part dans son livre que le feu échappe en quelque sorte vraiment à la connaissance scientifique et que c'est seulement par le biais des métaphores, et même de ce qu'il appelle des métaphores de métaphores, qu'on peut approcher un petit peu la connaissance du feu. Or, il cite lui-même, c'est ça qui est curieux, le fait que le physicien du XIXe siècle, Faraday, avait décrit dans le détail la physique et la chimie d'une flamme de bougie. Et il se trouve que l'année dernière, eh bien, j'avais inversé, je m'étais permis d'inverser le sens des exposés auxquels j'étais tenu, puisqu'il s'agissait de la lumière des étoiles, et j'avais essayé de justifier une espèce d'inversion, où au lieu de parler de la lumière qui ne descend pas des étoiles, puisque justement elle n'éclaire pas, mais j'avais parlé de la lumière qui monte d'une flamme de bougie, et j'avais effectivement cité longuement cette leçon de Faraday. Alors, quand Francis Cransac m'a proposé de venir à nouveau cette année, ce dont je remercie évidemment, eh bien, je croyais que je pourrais m'en sortir très bien en refaisant tout simplement ce que j'avais fait l'année dernière. Mais bon, malheureusement, il semble que ce ne soit pas possible. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais essayer de faire une espèce de promenade ou de trajectoire dans l'histoire des représentations du feu et en fait de ce qu'on appelle la domestication du feu. Parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, la domestication du feu, ça n'est pas seulement le fait que nos ancêtres, les hommes préhistoriques, ont réussi en effet à fabriquer du feu et à le canaliser autant que possible. La domestication du feu, c'est quelque chose qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un petit peu de cette histoire que je voudrais parler, en sautant beaucoup de siècles, évidemment, parce que je ne veux pas abuser du temps qu'on m'accorde généreusement maintenant. Tout le temps. Mais en fait, il s'agit d'un processus, si vous voulez, qu'on peut utiliser pour décrire ce qu'on appelle l'évolution culturelle. Vous savez qu'on oppose l'évolution culturelle à l'évolution biologique de l'humanité. Bon, l'évolution biologique qui a pris des centaines de milliers d'années, et l'évolution culturelle, au contraire, est allée très 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 vite. Et cette évolution culturelle, c'est aussi une évolution technoscientifique et aussi éthique qu'on peut décrire à l'aide de cette image de la domestication de la nature en général, qui est du feu en particulier, qui consiste à cultiver en quelque sorte ce qui est bénéfique et éliminer autant que possible
le mal et les facteurs de destruction qui sont produits par la nature, parce que la nature n'est pas que bonne, contrairement à ce qu'on dit souvent, y compris évidemment la nature humaine, qui elle aussi est à la fois bonne et mauvaise. Alors, en fait, alors si ça marche, où est-ce que ça marche maintenant ici? Voilà. Ah ben non, c'est pas ça. Voilà. Donc, je vais essayer de vous parler donc, de cette évolution qui a consisté petit à petit à éliminer les flammes du feu. Et en quoi est-ce que ça peut consister? Eh bien, pour savoir ça d'abord, il faut voir en quoi... Mais attendez, je ne suis pas sûr de ce qu'il faut. Voilà. D'abord, que font les flammes? Alors, les flammes, elles font beaucoup de choses. Bon, elles éclairent quand c'est des lampes, des bougies. Elles chauffent quand il s'agit des flammes du foyer. Mais elles brûlent et aussi elles dévorent quand il s'agit des flammes du bûcher ou de l'incendie. Et le feu sacré, justement, exprime cette ambivalence qui est l'ambivalence du sacré. Parce que le sacré, comme on le sait, sûrement, ne vient pas de la racine latine sacrum, qui a évolué après, qui est même devenu sanctus. Ça vient surtout de sacer. Et le sacer, chez les Romains, avait cette ambivalence qui ressemble un peu, si vous voulez, à celle du tabou, à savoir que c'était à la fois ce qui était dédié, voué aux dieux du ciel, mais aussi aux dieux infernaux. Et quand quelqu'un était, dans le droit romain, qualifié ou même condamné à être sacer, ça voulait dire qu'il était maudit, qu'il était exécré, au sens propre du terme, et de ce fait, n'importe qui avait le droit de le tuer sans que ce soit considéré comme un homicide. Eh bien, cette ambivalence, si vous voulez, du sacré, qui est à la fois bon et mauvais, évidemment, on la trouve dans le feu. Et le feu sacré, dans ce sens-là, il faut bien souligner le caractère ambivalent qui accompagne toujours cette notion de sacré. Donc, bon, dans le cas du feu, c'est assez évident. D'un côté, il chauffe et il éclaire, d'un autre côté, il brûle et il détruit. Mais aussi, il y a le feu dont Bachelard a parlé, qui descend du ciel et qui est associé, comme on l'a déjà entendu plusieurs fois depuis hier, au soleil comme divinité. C'est aussi la foudre, évidemment, qui descend du ciel et est jetée par Jupiter. Mais en même temps, il monte de terre. Et en ce sens, il est volcanique. C'est le feu des enfers et il est diabolique. On retrouve aussi cette ambivalence qui est celle de la vie et de la mort dans l'image classique, si vous voulez, de la flamme de bougie qui monte, qui vacille et puis qui s'éteint, et donc qui est utilisée avec beaucoup d'aspects dont on avait vu un peu l'année dernière pour rendre cette métaphore, si vous voulez, de la vie qui est faite à la fois de vie et de mort. Alors, donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer comment on peut décrire l'histoire de la culture, donc comme une histoire de la domestication du feu. Et c'est ce que Bachelard appelle une dialectique du feu et de la lumière. Et bon, moi, je vais élargir un petit peu cette dialectique, puisque c'est surtout une dialectique du feu et de la flamme. Alors lui, en effet, donc, cite le poète Novalis, pour qui la lumière est le génie du phénomène igné, c'est-à-dire donc qui tend à séparer un petit peu la fonction de luminosité de la flamme de sa fonction des autres fonctions, qui sont celles de chauffer et briller. Cette culture du feu sans flamme, en fait, elle a un long passé, puisqu'on peut la faire remonter déjà à l'origine de l'univers et au fait que la lumière des étoiles, et pour la plus grande majorité de ces étoiles, est invisible.
Alors je ne vais pas revenir là-dessus, puisque c'était l'objet des rencontres de l'année dernière, mais par contre, je veux me concentrer sur cette culture du feu sans flamme sur la Terre. Et en faisant un parcours, encore une fois en sautant beaucoup de siècles, mais qui va depuis le feu d'Héraclite jusqu'au feu nucléaire du noyau des atomes. Alors on commence par Héraclite. Eh bien, comme vous le savez, pour Héraclite, le feu était synonyme du logos, c'est-à-dire de la raison, du langage. Et le feu lui-même était doué de conscience, et c'était ce qui était à l'origine de l'ordonnance de toute chose dans l'univers. Bon, je vous ai amené quelques citations d'Héraclite, donc quelques fragments, comme on dit. Donc la foudre gouverne toute chose. En plus, le logos, c'est le destin qui est artisan des existants à partir du mouvement en sens contraire. Parce que, en effet, comme pour Héraclite, comme vous savez, tout était censé être en mouvement, et le feu était ce qui régulait, en quelque sorte, ces mouvements et permettait l'ordre, l'organisation de l'univers. Donc, car pour lui, comme disait, tout est changement, et il appelait le feu un feu périodique, précisément parce que, avec un ordre rationnel, en quelque sorte, eh bien, il s'allumait, il s'éteignait, il s'allumait et s'éteignait, et c'est de cette façon-là qu'il assurait la mesure et l'harmonie entre les contraires. Alors, quelques autres citations. Le feu est le principe de toute chose, dit-il. Toutes choses sont conversion du feu. Il est l'élément. Alors, ceci est très intéressant parce que, bon, évidemment, dans la culture grecque ancienne et jusque d'ailleurs au Moyen-Âge, bon, toute la connaissance de la nature reposait sur cette théorie des 4 éléments, donc qui étaient le feu, la terre, l'air et l'eau. Mais pour Héraclite, eh bien, le feu jouait un rôle tout à fait particulier par rapport aux autres éléments. Et il disait, donc, il est l'élément qui, en se transformant, produit les autres, qui se retransforment en lui. De ce point de vue-là, il annonçait un petit peu Aristote qui avait ajouté aux 4 éléments un 5e élément qui s'appelait donc la quintessence, puisque ces éléments s'appelaient aussi des essences. Donc cette 5e essence, ou ce 5e élément, c'était l'éther. L'éther, donc, une espèce de matière beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile que les autres. Et pour Héraclite, eh bien, le feu provenait directement, en quelque sorte, de cet éther. Et toutes choses sont convertibles en feu, et le feu en toutes choses, tout comme les marchandises en or et l'or en marchandises. Alors ceci aussi est fort intéressant parce que c'est une allusion, si vous voulez, au caractère sacré du feu, mais qui est associé ici à l'or, c'est-à-dire à la monnaie, et au langage, puisque le feu, pour lui, c'était aussi le logos. Langage et monnaie ont eu, pendant des siècles et des siècles, sinon des millénaires, un statut sacré qu'ils n'ont plus aujourd'hui, en tout cas beaucoup moins, c'est le moins qu'on puisse dire, en utilisant notre langage. Alors, encore un autre aspect de ce feu d'Héraclite, l'essence du destin est le logos, répandu à travers la substance du tout, et il est le corps éthéré, donc ce que je vous ai dit, savoir c'est de l'éther que vient la foudre, disait-il. Il est semence de la génération du tout. Alors ça aussi, c'est-à-dire que le feu est source de vie, évidemment, et ceci a donné chez les stoïciens un peu plus tard cette notion tout à fait extraordinaire de logos spermatikos, c'est-à-dire le logos spermatique, qui est justement spermatique au sens de donneur de vie, donneur de semences.
Alors ceci est mesure donc de la période ordonnée, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce rôle de semence qu'a le feu en tant que logos spermatikos, justement, procède d'une association, d'une union en réalité entre la description de phénomènes matériels et la description de phénomènes intellectuels, entre, si vous voulez, le domaine de l'étendue et le domaine de la pensée, pour utiliser le langage scolastique. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus habitués à cela, c'est-à-dire qu'on sépare un langage lorsqu'il s'agit de choses de la pensée ou quand il s'agit de choses du corps. Et là, non. Là, vous voyez, la semence, c'est à la fois la semence biologique ou physiologique, et puis c'est aussi la semence du discours. Il en reste quelque chose dans notre langage actuel avec la notion de séminal, ou de séminaire. Lorsque on produit ou on lit un texte qui est créateur, qui ouvre un champ, on va qualifier ce texte de séminal. Pour Héraclite, tout ça, évidemment, était évident, puisqu'il s'agissait à la fois du feu et du logos, et aussi, éventuellement, de la monnaie. Alors, on trouve cette même histoire de feu sans flamme dans la Bible. Un verset nous montre la gloire divine comme étant un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. Là, évidemment, donc, le feu est comme un animal sauvage, en quelque sorte. Il dévore. Mais par contre, dans l'histoire du buisson ardent, on nous dit donc que l'ange apparut à Moïse dans un cœur de feu du milieu du buisson, et Moïse regarda. Voici que le buisson brûlait par le feu, mais il n'était pas dévoré. Et l'hébreu dit bien dévoré. Il ne dit pas en combustion. On va revenir sur la combustion un peu plus tard. Il n'était pas dévoré. Moïse se dit, je vais faire un détour et voir ce grand phénomène. Pourquoi le buisson ne va-t-il pas brûler? Alors en effet, il brûlait sans brûler en quelque sorte, parce qu'il n'était pas dévoré. Et le texte continue un peu plus loin. Elohim appela Moïse du milieu du buisson. Donc voilà que ce feu qui ne dévore pas parle. Donc c'est aussi le logos d'Héraclite qu'on retrouve ici dans le feu du buisson ardent. Alors, dans ce contexte biblique, on retrouve évidemment ce rituel dont on a entendu parler déjà et qu'on retrouve pratiquement dans toutes les civilisations, ce rituel du foyer perpétuel, du feu perpétuel ou de la lumière perpétuelle. Alors la lumière fait allusion au luminaire qui se trouvait dans le temple de Jérusalem. Ce luminaire qui était en effet porté, enfin, ces flammes qui brûlaient avec à partir de l'huile d'olive, là, comme le verset le dit, eh bien, ce luminaire, c'était pas autre chose que le chandelier, le chandelier à 7 branches, et chandelier à 7 branches, et de même que le feu perpétuel, brûlait sur un autel tout à fait spécial qui se trouvait dans ce temple de Jérusalem. Comme vous le savez, le temple de Jérusalem a été détruit par les légions romaines en l'an 70, et à la suite de ça, le fameux chandelier a été emporté dans le butin qui a accompagné le triomphe à Rome de Titus, donc le général romain. Et on peut le voir encore actuellement, ce chandelier à 7 branches, sur des sculptures qui se trouvent sur l'arc de triomphe de Titus, qui est encore visible à Rome. À la suite de cette destruction, tout le rituel du temple de Jérusalem a disparu, parce que ce rituel ne devait être réalisé que dans ce temple de Jérusalem.
Et depuis cette époque-là, eh bien, le judaïsme rabbinique a intériorisé en quelque sorte ce rituel, de telle sorte que ces feux-là, eh bien, sont devenus sans flamme, puisqu'ils sont remplacés par des méditations sur les significations de ces rituels. Alors, on retrouve, donc, en sautant sur beaucoup de siècles, eh bien, on retrouve un petit peu cette vision tout à fait particulière d'Héraclite dans les feux cachés de l'alchimie. Parce que là aussi, en fait, le feu est caché et sans flamme. Les alchimistes ont aussi parlé de feu spermatique, donc ce fameux logos spermatikos, qui engendre le vivant et qui assure la stabilité dans le changement. De même, Paracelse, dont Anne-Marie Escoffier a parlé tout à l'heure, aussi a évidemment vu ce caractère particulier du logos spermatikos comme étant l'élément déterminant du caractère vivant des êtres vivants, justement. Un élément important de cette période, c'est l'existence déjà à ce moment-là de ce qu'on a appelé l'électricité, mais beaucoup plus tard. On connaissait à cette époque-là l'ambre, puisque, comme vous savez, le mot électricité vient de électra, qui est l'ambre, connu déjà donc par les anciens Grecs, par son caractère électrique, si j'ose dire, mais il s'agissait d'électricité statique, c'est-à-dire on savait qu'en frottant des morceaux d'ambre avec un chiffon, eh bien, on faisait apparaître des étincelles et que ça pouvait être une façon de fabriquer du feu. À propos donc de l'alchimie dont on a parlé pas mal, et surtout ce matin, eh bien, je crois qu'il est important de réaliser la rupture en même temps dans la continuité qu'a constitué le passage de l'alchimie à la chimie. L'alchimie, en effet, c'était une rationalité, une recherche savante, de même d'ailleurs que la Kabbale de l'époque, de même que l'hermétisme, de même que l'astrologie. Tout ça faisait partie de ce qu'on appelait, jusqu'au XVIIe siècle, la magie naturelle. La magie naturelle, dont Giordano Bruno était l'un des principaux représentants, mais Newton lui-même avait des préoccupations alchimiques. Donc tout ça faisait partie de la science de l'époque. Et c'était une recherche rationnelle d'explication des phénomènes naturels. Mais c'est une rationalité pré-scientifique qui a été remplacée en quelque sorte par la science moderne qui n'est apparue qu'aux environs du XVIIe et XVIIIe siècle. La continuité entre cette rationalité pré-scientifique et la rationalité scientifique, la continuité se trouve dans le rôle du langage, justement, donc du logos, si on veut. C'est-à-dire qu'il existe une structure linguistique de la réalité. Et cette structure linguistique de la réalité, eh bien, les hommes et les femmes ont été à sa recherche depuis toujours, mais la rupture du XVIIe siècle, donc de la mécanique, de la science moderne, cette rupture-là a consisté dans le fait qu'il y a toujours une structure linguistique de la réalité, mais la langue que parle la science moderne est une langue qui ne parle pas. Ce sont les formules mathématiques. Et ceci est extrêmement important. Et ceci nous conduit à, lorsque on retrouve, si vous voulez, la valeur symbolique et métaphorique, si vous voulez, de toutes ces traditions anciennes, eh bien, à essayer quand même de ne pas faire de confusion entre leur sens littéral, si vous voulez, et leur sens métaphorique. Alors, cette citation
d'un alchimiste du XVIIe siècle, Nicolas Delocq, que j'ai trouvé dans le livre de Bachelard précisément, eh bien, donne un exemple tout à fait caractéristique de cette distinction qu'il faut faire entre le sens littéral qu'on pourrait être tenté de donner à ces traditions anciennes et leur sens métaphorique qui, lui, reste évidemment tout à fait enrichissant. Alors, Nicolas Delocq nous dit que cette chaleur céleste, ce feu qui fait la vie, dans une matière sèche, est liée et stupide, dans une matière humide, très dilatée, dans une matière chaude, très active, et dans une froide, congelée et mortifiée. Autrement dit, pour Nicolas Delocq, eh bien, le feu, là on retrouve un petit peu le Héraclite pour qui le feu était dans tout, et là, eh bien, le feu se trouve aussi bien dans une matière sèche, mais évidemment, il est stupide. Dans une matière humide, le feu se trouve aussi, bon, mais là, il le trouve dilaté. Bon, là, évidemment, dans une matière chaude, il ne peut pas dire autre chose que dire qu'il est actif. Et par contre, eh bien, le feu se trouve aussi dans une matière froide, mais là, le feu est lui-même congelé et mortifié. Bon, donc vous voyez que si on prend ça littéralement, le moins qu'on puisse dire est que c'est un peu absurde. Mais si on le lit métaphoriquement, évidemment, on retrouve en quelque sorte les intuitions d'Héraclite. Alors enfin, vint Lavoisier. Au XVIIIe siècle, eh bien là, nous sommes dans la rationalité scientifique et non plus dans la rationalité pré-scientifique. Pourquoi ? Eh bien, Lavoisier est le premier qui ait compris de quoi était fait le feu. Et il faut quand même le dire, c'est-à-dire au-delà de toutes les métaphores, ben, il se trouve que le feu, c'est une combustion. Et c'est une combustion par l'oxygène, par-dessus le marché. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de feu. En fait, bon, ben, certains corps sont enflammables, d'autres ne le sont pas. Les corps qui sont enflammables sont précisément ceux qui, en présence d'oxygène, sont oxydés et, à haute température, produisent une flamme. La flamme, qui elle-même produit la lumière et la chaleur, n'est pas autre chose qu'un gaz à haute température. Mais évidemment, ce gaz à haute température, s'il est au contact d'un élément enflammable, eh bien, va entretenir la combustion, tant qu'il y aura du matériau combustible et aussi de l'oxygène. Par contre, eh bien, il existe beaucoup de corps qui ne sont pas enflammables, et ceux-là peuvent être oxydés aussi. À ce moment-là, eh bien, on observe des combustions sans flamme. Autrement dit, on a des oxydations qui peuvent produire du réchauffement, qui peuvent produire même de la lumière, et la lampe à incandescence n'est pas autre chose que ça. La lampe à incandescence, c'est une lampe dans laquelle un corps est produit à haute température, mais dans le vide. En l'absence d'oxygène, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de gaz à haute température. Il faut savoir que non seulement au XVIIIe siècle, puisque Lavoisier c'était le XVIIIe siècle, mais même jusqu'au XIXe siècle, il n'y avait pas encore de vraie théorie de la chaleur. On parlait de phlogistique pour désigner des flux caloriques, comme on les appelait. Et puis, la machine à vapeur, eh bien, a fait apparaître un phénomène qui était inimaginable, sauf dans l'intuition, justement, du foyer, dont parle Bachelard lui aussi, à savoir qu'un travail mécanique peut être produit par la chaleur. Et c'était évidemment l'origine des machines thermiques. Ceci avait été imaginé par une machine de Watt déjà auparavant, mais c'est Sadi Carnot en France qui a commencé à théoriser ces phénomènes-là en montrant ce qu'on appelait après le cycle de Carnot, en montrant comment et à quelles conditions pouvait se faire cette transformation de chaleur en travail mécanique, à savoir la nécessité d'un transfert de chaleur
d'une source à haute température vers une source à basse température. C'est cela qui a été à l'origine de la distinction que personne ne faisait jusque-là entre la chaleur et la température. La température est un état qui est lié à une agitation moyenne des molécules qui constituent la matière. À l'époque, évidemment, on ne parlait pas de ça. Tandis que la chaleur est un flux de quelque chose qu'on a appelé un peu plus tard l'énergie, à partir du moment où on a vu que cette chaleur pouvait se transformer en travail. Très bien. D'où, au XIXe siècle, eh bien, le développement de la science de l'énergie, la thermodynamique. Avant le XIXe siècle, on ne parlait pas d'énergie. Le mot grec existait, énergia, pour désigner la force en général, sans qu'on sache véritablement ce que c'est. Eh bien, l'énergie est apparue comme un feu caché, sans flamme, qui se trouve dans la matière, mais qui a cette propriété extraordinaire de se manifester sous différentes formes. En effet, comme vous le savez, eh bien, on distingue différentes sortes d'énergie, calorifique, donc qui est la chaleur, mais aussi mécanique, mais aussi électromagnétique. À propos de l'électromagnétisme, alors le courant électrique a été découvert, complètement différent de l'électricité statique de l'ambre, énergie chimique, évidemment, lumineuse, nucléaire. Et grande loi de conservation de l'énergie, dans toutes ces transformations, la quantité d'énergie reste la même, avec cependant une loi qui est la deuxième loi de la thermodynamique, à savoir que dans toutes ces transformations, il y a toujours un petit peu de cette énergie qui se retransforme toujours en chaleur. De telle sorte que la chaleur apparaît là maintenant, d'ailleurs chaleur avec ou sans flamme, mais cette chaleur apparaît comme une forme dégradée de l'énergie, donc diminution de la dignité du feu maintenant, qui devient la forme dégradée de l'énergie. Enfin, maintenant, eh bien, comme vous le savez, le feu nucléaire, il est enfoui, caché à l'intérieur des atomes, dans cette formule d'Einstein, où on retrouve le logos caché dans la matière. Enfin, ceci se traduit aussi dans l'énergétique du vivant. Autant le XIXe siècle a été le siècle de l'énergie, le XXe siècle a été le siècle de la biologie. Et là aussi, l'histoire s'est déroulée de cette façon, où au XVIIe siècle, eh bien, Descartes a effectué une avancée importante en imaginant sa théorie de l'animal-machine. Mais dans sa théorie, eh bien, l'être vivant était constitué donc comme une machine, avec des tuyaux, des poulies, des leviers, etc. Mais il avait besoin d'une source d'énergie. Et cette source, alors qu'il n'appelait pas énergie, évidemment, il avait besoin d'une source de chaleur, d'un feu intérieur, pour mettre en activité toutes ces pièces qui constituaient la machine. Et il logeait cette source dans ce qu'il appelait la chaleur du cœur. Eh bien, aujourd'hui, tout cela a changé, évidemment, et nous nous trouvons maintenant avec une biologie physico-chimique dans laquelle, eh bien, un rôle déterminant qui caractérise les organismes vivants est joué par ce qu'on appelle le métabolisme, où il se trouve que les sources d'énergie, qui en l'occurrence là sont l'énergie chimique, ou évidemment sans la moindre flamme, les sources d'énergie sont indissociables des processus d'auto-organisation ou d'auto-constitution par lesquels les organismes se constituent en se renouvelant eux-mêmes. Ce sont les mêmes réactions chimiques qui produisent l'énergie qui est nécessaire pour synthétiser ensuite, resynthétiser et renouveler les éléments moléculaires des organismes. Donc voilà ce résumé, si on peut dire, de cette domestication. On est passé du feu sauvage qui dévore tout, eh bien, aux différents feux sans flamme de l'énergétique. Alors il reste évidemment les cultes anciens, les lumières, les foyers perpétuels. Il reste différents rituels comme les feux de la Saint-Jean, les feux de camp, les flambeaux. Mais on en est quand même arrivé presque au point où le feu chauffe ou brille mais ne brûle plus, ou s'il brûle mais il ne consume pas, ou presque pas et lentement.
Et puis, évidemment, il nous reste toujours la lampe à huile, la flamme de bougie, le chauffage, la lumière électrique. Pourtant, il faut toujours faire attention parce que l'animal sauvage peut toujours se réveiller. Et donc, nous sommes rappelés à la réalité, à la fois par la nature toute seule et aussi par la culture. Dans la nature, eh bien, à nouveau, il y a des retours de grandes flammes dans la foudre, dans les volcans, dans les incendies. Et puis par la culture aussi, avec les explosions, le feu nucléaire. Et enfin, même dans la vie intérieure, eh bien, les passions restent toujours dévorantes, parfois. Et puis, il y a ce cas de l'incendiaire. Alors, je voulais terminer justement en citant ce que Bachelard raconte à propos d'un incendiaire qui était malade mental et donc hospitalisé, et qui était extrêmement aimable et serviable, acceptant de faire tout ce qu'on lui demandait, sauf une chose, d'allumer le poêle. Je vous remercie. Alors, merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci de nous avoir montré ce que peut être le feu sans flamme, ce qu'est le feu caché, et en même temps d'être arrivé à associer magnifiquement bien le domaine scientifique, qui est celui, le vôtre, mais en même temps, le regard en quelque sorte poético-mythique par rapport à toute cette aventure de l'homme vis-à-vis du feu. Alors, juste une ou deux toutes petites questions, et de toutes les façons, Henri Atlan reste avec nous, donc vous pouvez, à titre privé et personnel, pendant tout cet après-midi où nous allons nous retrouver dans un lieu absolument magnifique, vous pourrez aussi lui poser des questions. Mais s'il y en a une tout de suite qui surgit, nous la prenons. Si elle ne surgit pas tout de suite, j'ai bien compris donc que vous... Si, il paraît qu'il y en a une. Oui. Donc, mademoiselle en noir et blanc apporte le micro. Merci. Merci, oui. Dans un roman de Dickens, il y a un cas, et vous qui êtes, je pense, médecin et biologiste, vous allez me dire s'il relève de la créativité du romancier ou si ce sont des choses qui se passent et à quelles conditions. Il y a un cas, je pense, un personnage qui vit une autocombustion. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus à ce sujet. Écoutez, nous sommes tous en état permanent d'autocombustion. C'est précisément ça le métabolisme. Seulement, c'est une combustion évidemment sans flamme. Par contre, ce sont des oxydations. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vivre sans oxygène. Alors, certains organismes vivent sans oxygène, mais à ce moment-là, ils se débrouillent autrement. Si vous voulez, l'énergétique du vivant au XXe siècle nous a fait découvrir la chimie du carbone et de l'eau, puisque c'est de ça, finalement, dont nous sommes faits. La chimie du carbone dans les organismes vivants, ça n'est pas le carbone du charbon, c'est le carbone de la photosynthèse. Bon, ce qui est l'autre façon, si vous voulez, de fabriquer de l'oxygène, finalement. Bon, la photosynthèse fixe le carbone et fabrique des sucres en produisant de l'oxygène. Et puis, la plupart des autres organismes ont besoin d'oxygène, alors que l'oxygène, au départ, est un poison. D'ailleurs, vous savez, on peut tuer quelqu'un avec de l'oxygène, en lui en donnant trop. Donc, autrement dit, nous sommes faits de combustion dans la mesure où les combustions, ce ne sont pas autre chose que des oxydations. Seulement, ces combustions-là, avec l'oxygène, produisent de l'énergie chimique qui va servir à synthétiser tout ce qui nous constitue nous-mêmes. Donc l'autocombustion, si vous voulez, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, sauf si vous imaginez qu'il se brûlait lui-même, comme dans les images qu'on a vues tout à l'heure. Oui, le personnage de Dickens s'autodétruit. Pardon ? Le personnage de Dickens s'autodétruit. C'est ça. Alors, bon, voilà, bien sûr. Je voulais savoir si c'était de l'imaginaire ou si c'est à la fois imaginaire et réel, c'est-à-dire s'autodétruire. Alors là aussi, on peut dire que nous sommes... Vous savez comment on définit la vie ? C'est une maladie sexuelle, c'est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Cher Henri, encore un immense merci pour
si j'osais détourner le titre d'un de vos ouvrages, Les étincelles du hasard. Je dirais là qu'on a eu droit à un bouquet d'étincelles de la pensée qui ne doivent rien au hasard. Et c'est un grand, grand bonheur de profiter de tout le poids de votre réflexion. C'est la 3e année que vous nous revenez et on est toujours subjugué, confondu par la profondeur, la richesse de votre pensée. Merci de nous l'avoir fait partager pour finir cette matinée en beauté. Voilà, donc là vous allez maintenant avoir droit aux nourritures du corps. Les nourritures de l'esprit ont été, je crois, particulièrement bien alimentées ce matin. Donc vous avez droit à un petit peu de repos. On est tout à fait tranquille parce qu'on nous attend bien sûr pour l'Aligo au Buron de Canucks. Mais comme on l'a dit, on n'est pas dans la stratégie des années précédentes de revenir du Buron pour 15 heures. Donc on est détendu, on va au Buron, on mangera à l'heure qu'on mangera, hein, puisqu'on a beaucoup réfléchi jusqu'à cette heure un peu tardive, mais on n'est pas sous pression pour manger. Et on ira voir Maître Manabé dans la foulée, tranquillement. Vous irez à votre rythme. Ceux qui voudront y aller pour 15 heures, pour 15h30, pour 16h, 16h30, vous pourrez prendre le temps, puisque je rappelle quand même que cet événement de forge traditionnelle d'une lame de sable samouraï, qui va se faire donc en direct, est un long process. Ce n'est pas évidemment comme ça, en claquant des doigts en arrivant, quand nous arriverons, que ça se fera. C'est déjà en route depuis 2 jours. Les corps de forge ont été montés. Vous savez qu'on a 7 forgerons qui travaillent sur place depuis hier matin. Donc tout va bien, les feux sont actifs, les fers sont au feu, donc vous savez que Maître Manabé a amené du fer du Japon pour le travailler tout spécialement. Donc le concept de cet après-midi, c'est pour le coup de voir en direct, évidemment, ce trésor national vivant du Japon travailler le fer et produire ce katana, cette lame de sabre. Mais par rapport aux Japonais qui, eux, sont capables de regarder ça pendant 4 heures sans broncher, on a pensé, nous, qu'on avait peut-être un peu une autre culture, certains seront impatients de voir des choses, alors que c'est long, que ça viendra longuement. Donc il y a 2 écrans qui ont été montés pour présenter le travail de Manabé dans son atelier au Japon. Donc vous aurez en direct Manabé qui travaillera devant vous et en même temps des images de Manabé dans son atelier au Japon. Et puis nous aurons notre ami Bernard Le Dauphin qui est à l'origine de cette proposition l'année dernière, puisque Bernard Le Dauphin, je l'ai présenté hier déjà, mais je le redis aujourd'hui, antiquaire, collectionneur d'armes japonaises, qui a prêté de nombreuses armes pour une exposition au musée du Quai Branly et qui vient depuis plus de 10 ans, depuis que nous avons ouvert la voie japonaise notamment et celle des mythes. Il nous vient effectivement chaque année. Donc c'est lui qui est à l'origine de la proposition que vous allez voir, je le rappellerai bien sûr ce soir encore, mais c'est lui qui est à l'origine de cette proposition, se disant, pour ce qui est évidemment des imaginaires du feu, le travail de la forge, et donc j'avais bien pensé qu'on illustrerait ce travail de la forge d'une manière ou d'une autre, mais peut-être pas forcément celle-là. Et lui avait l'expérience de démonstrations qui ont été faites dans des musées. Donc du coup, on est parti sur cette piste, sur cette voie qu'on a réussi à concrétiser avec les partenariats que je rappellerai cet après-midi. Voilà. Et donc Bernard Le Dauphin vous donnera des explications aussi sur, l'art du katana. Et puis on agrémentera également les choses de quelques récits de samouraïs qui mettent en scène évidemment le katana, le maniement du katana et l'importance du katana pour les samouraïs. Voilà.